Les résultats de l'élection américaine seront dévoilés le 5 novembre 2024. L'importance de cette élection va bien au-delà des États-Unis. Par ses implications géopolitiques et économiques, elle peut impacter notre quotidien. L'élection américaine est un véritable marathon pour les candidats. La première étape, les primaires, afin de désigner les candidats à la présidence du côté démocrate comme du côté républicain. Les primaires sont un système complexe qui aboutit début août à une convention pour chacun des deux partis où les délégués élus lors des primaires désignent un candidat. Côté républicain, c'est Donald Trump qui l'emporte assez facilement. Côté démocrate, c'est Kamala Harris qui a été choisie suite au désistement de Joe Biden dû à son état de santé. La participation aux primaires est bien plus importante que celle que l'on a pu connaître en France. Beaucoup d'argent y est investi par les candidats. En effet, l'argent joue un rôle de plus en plus important dans les élections présidentielles américaines. Surtout depuis que Obama a refusé en 2008 les fonds publics pour financer sa campagne. Il rassemblait plus d'argent en faisant appel à des fonds privés. Depuis, les sommes consacrées à ce scrutin augmentent sans cesse. Quels sont donc les pouvoirs du président des États-Unis? La Constitution des États-Unis de 1787, la plus ancienne au monde, donne au président américain des pouvoirs étendus. Il commande l'armée, dirige la diplomatie, nomme les fonctionnaires et les juges fédéraux. Il nomme, après approbation du Sénat, les membres de son cabinet, c'est l'équivalent de notre gouvernement, qui compte une quinzaine de secrétaires, qui ne sont responsables que devant lui. Le président réunit le cabinet quand il veut. Il prend des avis auprès de son cabinet et peut très bien ne pas en tenir compte. Ce que Lincoln a fait au moment de proclamer en 1863 l'émancipation des esclaves. 7 de ses secrétaires étaient contre. Lincoln en a conclu « 7 non, un oui, le oui l'emporte ». Le président a sous son autorité de nombreuses agences, la CIA et le FBI pour ne citer que les plus célèbres. Les hauts fonctionnaires changent à chaque élection. Ils sont là pour appliquer les directives du président. Dans le système américain, il existe de nombreux contre-pouvoirs au président. Le président conduit la guerre, mais c'est le Congrès, Chambre des représentants et Sénat qui la déclare. Aux États-Unis, le président ne peut pas dissoudre la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Il nomme à vie les juges à la Cour suprême, qui est la plus haute instance judiciaire, mais il doit avoir l'approbation du Sénat. La Cour suprême a un rôle important dans la démocratie américaine, comme on a pu le voir lors de l'élection présidentielle de 2000 entre George W. Bush et Al Gore. C'est le jugement de la Cour suprême qui attribue à Bush la majorité en Floride, suite à des résultats contestés, ce qui lui permet de remporter l'élection. Tocqueville disait déjà dans les années 1830 « Il n'est pas de question politique aux États-Unis qui ne se résolvent tôt ou tard en question judiciaire. » Un juge de l'époque de la Cour suprême en désaccord avec la décision finale. Bien que nous ne connaîtrons jamais avec une absolue certitude le nom du vainqueur des élections présidentielles de cette année, celle du perdant est parfaitement claire. C'est la confiance de la nation dans le magistrat comme gardien de l'impartialité de la règle de droit. En 2000, Al Gore avait réuni plus de 500 000 voix de plus que Bush, mais celui-ci l'emporte. Même phénomène en 2016 avec Hillary Clinton qui compte près de 3 millions de voix en plus que Trump. Mais une fois de plus, le système électoral américain favorise le poids des États vis-à-vis du vote populaire. Ce qui permet à Trump de rassembler 304 grands électeurs contre 227 pour Clinton. Rappelons que celui qui a la majorité dans un État remporte la totalité des grands électeurs correspondant à cet État.
Certaines voix s'élèvent parfois pour moderniser ce système électoral, mais il paraît gravé dans le marbre. De même, il faut savoir que les modalités de vote, comme les conditions matérielles, peuvent être différentes d'un État à l'autre, voire d'un comté à l'autre. Le vote par correspondance est possible. Il a été beaucoup utilisé lors de l'élection de 2020 suite au Covid. Les électeurs urbains ont aussi préféré poster leur bulletin de vote afin d'éviter les files d'attente. Tout ceci a été source de contestation de la part de Trump. Tout cela pour montrer que les modalités du vote sont bien différentes de celles que nous connaissons. Cette élection de 2020 a eu un taux de participation record de 66,9%, le plus haut depuis 1900. Cette participation record est le fruit de la mobilisation des deux camps qui s'affrontent de plus en plus frontalement, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux et de la presse de chaque camp qui se radicalise de plus en plus. Ce qui débouche sur une contestation du résultat de l'élection, inédite dans l'histoire des États-Unis, par Trump qui refuse de féliciter Biden. Il est même suivi par le Parti républicain dans sa grande majorité. Il se répand au sein même de l'électorat républicain le sentiment qu'on lui a volé cette élection. Cela nous amène à l'invasion du Congrès le 6 janvier 2021, jour où le Congrès doit certifier le résultat des élections. L'Amérique, comme le monde entier, sont sous le choc des images montrant un Capitole envahi par la foule. Les forces de sécurité vont mettre du temps à reprendre le contrôle. Cette élection de 2024 va voir s'affronter Trump avec un parti républicain désormais acquis à sa cause, et Kamala Harris, la vice-présidente, qui a pris la suite de Biden, afin d'accroître les chances des démocrates de remporter cette élection primordiale pour les États-Unis et le monde. Voici quelques orientations politiques de Trump qui posent question. L'isolationnisme, par exemple, retirer l'aide à l'Ukraine, se désengager de l'OTAN, le protectionnisme avec son slogan « America First », qui induit d'augmenter les droits de douane. Il est contre l'immigration, contre les restrictions au port d'armes. Il remet en cause l'idée du réchauffement climatique. Il pourra également se reposer sur le projet 2025, 900 pages de propositions conservatrices de droite établies par des experts dont certains faisaient partie de l'administration Trump en 2016. À tout cela, on peut ajouter son côté imprévisible et qu'il sera mieux préparé que lors de son précédent mandat pour placer des gens acquis à sa cause au poste clé. En ce qui concerne Kamala Harris, elle semble s'inscrire dans la continuité de la politique menée par Biden, c'est-à-dire continuer à améliorer la situation économique du pays, même si les Américains commencent juste à s'en rendre compte. Apporter une aide à l'Ukraine face à l'agression de la Russie de Poutine afin de défendre les valeurs démocratiques et faire respecter le droit international. Et enfin, prendre des décisions pour lutter contre le réchauffement climatique. L'élection va se jouer dans les swing states, c'est-à-dire les États susceptibles de passer d'un camp à l'autre. Pour cette élection, ils sont au nombre de 7, avec la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin. Le ou la candidate qui remportera la majorité de ces États sera certainement élu à la présidence des États-Unis. Une énorme tension entoure cette élection vu le comportement de Trump lors de sa défaite en 2020. La polarisation de la société américaine peut nous faire craindre le pire, mais les États-Unis ont su sortir par le passé de crises tout aussi graves.